Bonsoir, bienvenue, les principaux titres de ce 20h. Conseil des ministres marqué par l'examen de projets de loi, de mesures individuelles, conseil également marqué par plusieurs communications et une lutte contre le phénomène des enfants en conflit avec la loi, une lutte engagée par le gouvernement dans le cadre d'un plan global de lutte contre l'insécurité. Et puis, la double médaillée d'argent au récent champion du monde d'athlétisme à Londres a été félicitée par la première dame. Dominique Ouattara a présenté Marie-Josée Talou comme un modèle pour toute la jeunesse ivoirienne. Des armes de guerre et d'importants matériels militaires saisis dans la commune d'Atekoubé et 4 individus interpellés, c'est le résultat obtenu dans le cadre d'une opération menée par l'état-major général des armées. Et puis, dans ce journal, nous irons en Arabie Saoudite où les femmes peuvent maintenant conduire. Elles peuvent désormais se mettre au volant d'un véhicule. C'est un décret pris par le roi Salman. Voilà pour les principaux titres de ce 20h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information avec tout d'abord le compte-rendu du Conseil des ministres tenu ce mercredi. Direction le palais présidentiel avec Viviane Agnimin. Lutte contre le phénomène des enfants en difficulté avec la loi, communément appelée les microbes. Protection des témoins, victimes, dénonciateurs et autres personnes concernées dans le cadre de la justice. Le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 27 septembre, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décidé des mesures pour freiner un phénomène qui va grandissant et pour permettre aussi à l'appareil judiciaire de mieux investiguer dans le cadre d'enquêtes. Concernant la lutte contre le phénomène des enfants en difficulté avec la loi communément appelée les microbes, le Conseil des ministres a décidé l'intensification de la répression sur le terrain, tout en envisageant aussi des mesures de prévention. Ainsi, à court terme, le Conseil a insisté sur la poursuite et l'intensification de la répression des actes de criminalité et par le renforcement des capacités opérationnelles des forces de sécurité et la permanence de leur présence sur le terrain. Ne pas se limiter ou restreindre son action parce qu'on pense avoir des enfants en face. Bon, donc la position du gouvernement aujourd'hui, c'est vraiment d'y aller le plus fortement possible, de réprimer quand c'est nécessaire, de sensibiliser quand c'est utile aussi, mais vraiment d'être présent sur le terrain. S'agissant de la protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées dans le cadre d'enquêtes judiciaires, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi à cet effet. Ce projet de loi organise, au-delà des dispositions existantes, un dispositif à la fois global et spécifique de protection de toutes les personnes, qu'elles soient ivoiriennes ou étrangères, qui sont témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres, dont la protection est nécessaire à l'occasion d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit. Il s'agit plus précisément d'assurer les conditions psychologiques et sécuritaires des personnes appelées à offrir leur concours à la justice ou à tout organe chargé d'une procédure extrajudiciaire en vue de garantir leur sérénité, leur intégrité physique ou mentale, leur vie ou leurs biens et éventuellement ceux de leur famille ou de leurs proches. Aussi, le dispositif prévoit, auprès du ministère chargé de la Justice, un bureau national de protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et toutes autres personnes concernées, dont la mission est de coordonner au niveau national les actions de protection et de fourniture d'assistance aux personnes concernées. Le Conseil a en outre entériné la décision du Tribunal international du droit de la mer sur la délimitation de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le Conseil prend acte de cette décision et prend l'engagement, au nom de la Côte d'Ivoire, de respecter cette décision et de la mettre en œuvre. Donc voilà un chapitre qui est clos, donc qui préserve les relations anciennes de fraternité entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres a aussi avalisé les délibérations du comité chargé de l'examen des projets de nomination dans les départements ministériels. À cet effet, plusieurs nominations à différents postes au sein des ministères
ont été officialisés ce mercredi 27 septembre 2017. Alassane Ouattara est rentré hier de Luanda où il a pris part à la cérémonie de prestation de serment du nouveau président angolais. Après 38 ans de règne, José Eduardo dos Santos a passé la main à João Lourenço, élu le 23 août dernier avec 61% des suffrages, compte rendu Mahama Traoré et Herman Guivet. Voici l'image qui marque le passage de témoin et le début d'un quinquennat. José Eduardo dos Santos cède le fauteuil présidentiel après 38 années de fonction à João Lourenço, la tête de liste du MPLA, Mouvement populaire pour la libération de l'Angola. Le parti présidentiel est sorti grand vainqueur des dernières élections législatives avec 150 sièges remportés sur les 220 disponibles. Devant des milliers d'Angolais réunis à la place de la République, en plus d'une quinzaine de chefs d'État africains, au rang desquels le président ivoirien Alassane Ouattara. João Lourenço a prêté serment pour un mandat de 5 ans. Âgé de 63 ans, l'ancien ministre de la Défense promet d'être le président de tous les Angolais. Dans un contexte où l'Angola, grand producteur de pétrole, est confronté à une chute brutale des cours mondiaux depuis 3 ans, João Lourenço s'engage à être l'homme du miracle économique en lançant des politiques d'emploi et de lutte contre la pauvreté. Pour l'aider dans cette tâche, João Lourenço sera assisté de Bornito de Souza, le nouveau vice-président angolais, qui a également prêté serment lors de cette cérémonie. C'est donc une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre pour l'Angola et le pays entend l'écrire avec la Côte d'Ivoire. En témoigne cette rencontre entre le président Alassane Ouattara et son homologue angolais suite à la cérémonie d'investiture. Une intensification des relations entre les deux pays pointe à l'horizon. Après l'Angola, rendons-nous au Sénégal où le vice-président Daniel Kablan-Duncan a été reçu en audience par le président Macky Sall. Il a été essentiellement question de la coopération bilatérale entre Dakar et Abidjan. Compte rendu, notre envoyé spécial Herman Guivet. En marge de sa participation à la 3e édition du Forum Investir en Afrique qui s'est tenu à Dakar, au Sénégal, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a été reçu en audience par le président du Sénégal, Macky Sall. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan était porteur d'un message du président de la République, Alassane Ouattara, à son homologue sénégalais, Macky Sall. Je lui ai transmis l'invitation, en plus de son frère, pour le sommet Union africaine-Union européenne, qui va se tenir à Abidjan, les 29 et 30 novembre 2017. Et le président Macky Sall a bien voulu confirmer qu'il sera là, effectivement, à Abidjan. Le Sénégal est en train de faire des efforts très, très importants. Nous devons renforcer la coopération entre les deux présidents et entre les deux pays, de manière à tirer profit donc, des avancées dans l'un des pays au profit de l'autre et vice-versa. Et nous avons parlé aussi, effectivement, du renforcement de la coopération en matière monétaire et notamment, donc, comme vous le savez, concernant donc le franc CFA, qui est un élément important donc, de politique. Un peu plus de 80 chefs d'État et de gouvernement seront présents à Abidjan pour ce sommet Union africaine et Union européenne. L'intensification de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal sera plus que bénéfique pour leurs populations respectives. Ici en Côte d'Ivoire, l'actualité, c'est aussi cette journée culturelle organisée ce mercredi en présence de la première dame Dominique Ouattara au lycée Sainte-Marie de Cocody dans le district d'Abidjan. Une journée dans la perspective de mettre au programme de ce lycée la langue chinoise à titre expérimental. Le témoignage de notre reporter Jérôme Kofi Abolan. Lycée Sainte-Marie de Cocody ce mercredi. Quand la première dame de Côte d'Ivoire y arrive, il est 11h. Dominique Ouattara reçoit l'accueil à la dimension de la personnalité de premier rang qu'elle incarne vis-à-vis de ses hôtes. Un accueil bien à la manière de ces jeunes lycéennes, objet de fierté de la Côte d'Ivoire entière parce que toutes des élèves d'excellence sans exception. Ces jeunes filles, visiblement heureuses de se retrouver avec la première dame, leur maman adorée pour célébrer cette journée, dite journée culturelle sino-ivoirienne avec bien entendu la fondation Children of Africa. Comme différents temps forts, des chansons bien de chez nous et en chinois, ainsi que des démonstrations des arts martiaux, notamment le kung-fu, symbolisant ainsi la vitalité des relations entre la Chine et la Côte d'Ivoire.
C'est mademoiselle Diakité Amina qui, à la suite de madame Marie-Christine Alou, proviseure du lycée Sainte-Marie de Cocody, a parlé au nom de ses camarades. Nous recevons aujourd'hui la récompense de tous ces moments d'échange par votre présence à nos côtés. Maman Dominique, vous, notre première maman, nous sommes heureuses de vivre cette journée culturelle avec vous. Merci, Maman Dominique. Nous vous demandons de transmettre nos remerciements à notre papa, le président de la République de Côte d'Ivoire. Merci à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Merci à toutes les personnes qui travaillent sans cesse pour que nous devenions des femmes accomplies. À l'instar de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, son Excellence Tang Weibin, la première dame de Côte d'Ivoire s'est félicitée de la tenue de cette journée culturelle. Elle a saisi l'occasion pour saluer les actions menées par la Chine dans le cadre des relations bilatérales. Monsieur l'ambassadeur, merci pour le matériel de bureau offert au lycée. Tous ces dons permettront à nos jeunes élèves de bien démarrer la rentrée scolaire. Cela représente aussi une motivation supplémentaire à donner le meilleur d'elles-mêmes et à continuer à obtenir de très bons résultats en classe. Vous contribuez de cette façon à l'éducation de nos filles, tout en réaffirmant la solide coopération qui existe entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Occasion également pour la première dame de Côte d'Ivoire de prodiguer des conseils aux filles du lycée Sainte-Marie en les exhortant à toujours faire la promotion de l'excellence. Ce moment exceptionnel de découverte de la culture chinoise qui vous est offert est une occasion unique d'apprentissage pour vous, puisque le chinois est au programme de votre lycée. J'apprécie particulièrement ces moments précieux, puisqu'ils vous donnent l'opportunité de développer une certaine ouverture d'esprit et une meilleure connaissance du monde qui vous entoure. L'occasion est donc propice à l'enrichissement de vos connaissances, mais aussi au jeu et au divertissement à travers les spectacles auxquels vous avez participé et à travers les cours de langue que vous avez suivis avec l'Institut Confucius. Je vous en félicite. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a par ailleurs offert des lots de 300 kits scolaires et 500 livres, plus une somme de 7 millions de francs CFA au lycée Sainte-Marie de Cocody. Avant de quitter ses hôtes, elle a visité la salle multimédia du lycée, entièrement réhabilitée par la Chine et signée dans le livre d'or de cet établissement d'excellence. Avant de se rendre au lycée Sainte-Marie, Dominique Ouattara a reçu et félicité Marie-Josée Talou, la double médaillée d'argent au récent championnat du monde d'athlétisme à Londres. La première dame a présenté de l'athlète comme un modèle pour toute la jeunesse ivoirienne et un exemple à suivre. Suivons donc ce compte-rendu de Viviane Aguima. Après l'hommage national rendu le 8 septembre dernier au palais présidentiel à la sprinteuse Marie-Josée Talou, médaillée d'or de différents championnats d'athlétisme tant en Afrique du Sud qu'en République tchèque et tout récemment double médaillée d'argent aux mondiaux d'athlétisme de Londres, la première dame de Côte d'Ivoire a tenu à exprimer à son tour sa fierté à la vice-championne du monde en la recevant à l'occasion d'une cérémonie très conviviale organisée en son honneur à son cabinet à Cocody. Étaient présents aussi le ministre des Sports, François-Albert Amichia, la ministre de la Solidarité et de la Femme, Marietou Koné, le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, l'encadrement technique de la vice-championne du monde. Marie-Josée Talou était également accompagnée de sa famille et aussi des élus et cadres de la Maraoué, sa région d'origine, dont elle est désormais la figure de proue. Le ministre des Sports a remercié la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, pour l'attention particulière qu'elle accorde une fois encore aux femmes du milieu sportif en recevant Marie-Josée Talou. Madame la Première Dame, merci. Merci pour tout ce que vous faites pour le sport ivoirien, mais surtout pour vos enfants, qui se battent avec courage, abnégation et détermination pour honorer la Côte d'Ivoire. Je suis persuadé que vous êtes pour beaucoup dans ce dynamisme de succès de nos jeunes sportifs, car c'est vous qui inspirez ces jeunes talents pour un travail bien fait, avec courage, avec engagement et patriotisme. Votre cœur généreux, votre discours aimable, votre présence permanente aux côtés des athlètes sont autant de choses qui les inspirent, surtout les filles qui ne cessent de faire honneur à toute la nation.
La région de la Maraoué se sent honorée, valorisée et considérée par vos actes en faveur de nombre de ses enfants, a ajouté à son tour la doyenne Léopoldine Thiézan-Kofi à l'endroit de la première dame. Quand nous regardons autour de vous, nos enfants de nos régions sont autour de vous. Vous les avez adoptés. Que ce soit dans votre cuisine. Je pense à Jeannette depuis longtemps avec qui vous êtes. Quand je suis allée à François Ier, j'ai trouvé cette Jeannette des Oroflas chez vous, dans votre maison, depuis avant que vous ne soyez première dame. Je vois votre photographe, c'est lui qui fixe vos images, qui est de Goïtafla. Ensuite, vous avez adopté Epiphane Zorobi, qui était dans une ONG au Congo, que vous avez fait venir et vous avez fait de lui aujourd'hui secrétaire national chargé de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, c'est Talou que vous recevez, Talou de Zougonefla, de Genoula, de Goïtafla. Ce que nous allons faire comme geste à votre endroit n'est nullement pas à la hauteur de ce que vous représentez pour nous et ce que vous faites pour nous, pour les Ivoiriens, pour toute la Côte d'Ivoire. C'est Dieu seul, c'est lui seul qui vous le rendra par des grâces, des bénédictions et des élévations permanentes. Comme pour donner le meilleur d'elle, Marie-Josée Talou a offert ses 2 médailles d'argent gagnées de haute lutte à celle qu'elle considère comme son inspiratrice et son modèle, la remerciant pour son soutien et ses encouragements. Chère maman, je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte d'être devant vous aujourd'hui pour vous dire de façon très personnelle et du plus profond de mon cœur, grand merci d'être pour moi en tant que femme, un modèle, une source d'inspiration qui me pousse toujours à aller de l'avant. La première dame lui a dit sa fierté. Je voulais te dire, ma chère fille, combien je suis fière de toi. Grâce à ton courage et ta détermination, mais aussi grâce au bon entraînement que tu as suivi, tu as supporté haut les couleurs de ton pays. Tu es une sprinteuse hors pair et les 2 médailles d'argent remportées aux 100 mètres et aux 200 mètres au championnat du monde à Londres en août dernier ne font qu'attester de ton talent. La nation ivoirienne tout entière te soutient et tout particulièrement mon cher époux, ton papa, le président de la République qui est ton premier fan, tout comme Muriel, Ruth, Cheikh et tous les autres. Tu donnes l'exemple à toute une génération de jeunes Ivoiriens qui te regardent avec admiration. Je t'encourage à persévérer et à poursuivre tes efforts afin de demeurer parmi les meilleurs au monde. Un échange de présents a aussi marqué cette cérémonie. Des pagnes tissées camanchais de la région de la Maraoué ont été offerts par la famille, les élus et les cadres de la région à la première dame, ainsi que des vivres. De son côté, la première dame a offert des enveloppes pour l'encadrement technique de la sportive, pour sa famille et pour elle-même, pour un montant total de 9 millions de francs. Je vous l'annonçais dans les titres, des armes de guerre et d'importants matériels militaires ont été saisis dans la commune d'Atekoubé et 4 individus interpellés. C'est le bilan de l'opération menée par l'état-major général des armées dans le district d'Abidjan. Compte rendu à Boussanogo. Les forces armées de Côte d'Ivoire mettent à exécution la décision de la haute hiérarchie militaire de démanteler tout le réseau de détention illégale d'armes. Le mardi 26 septembre, le centre opérationnel de l'état-major général des armées reçoit une information selon laquelle un groupe d'individus détiendrait des armes dans un sous-quartier de la commune d'Atekoubé. Une opération est immédiatement menée sur le site. La célérité des soldats dédiés à cette mission permet rapidement de mettre la main sur d'importants équipements militaires parqués dans un gymnase abandonné qui fait office d'entrepôt. Ces équipements sont saisis et transférés à l'état-major général des armées au Kangalieni afin d'être présentés au chef d'état-major général des armées. De ces matériels on dénombre des roquettes propulsives à gaz RPG-7, des fusils d'assaut AK-47 Kalachnikov, des fusils mitrailleurs T-80, des fusils SIG, des fusils lance-grenades, des grenades offensives et défensives, des munitions de tout genre, des charges explosives, des obus, des portatifs de communication et de transmission, de fausses plaques d'immatriculation de véhicules administratifs et militaires, des chargeurs, un ordinateur, des tenues treillis,
des brodequins noirs appelés communément Rangers, des photos d'identité en vrac, des cartes de membres du prétendu mouvement, appelé Groupement guerrier pour la dignité et la justice en Côte d'Ivoire, et un véhicule. L'opération a également permis de procéder à l'interpellation de 4 suspects qui ont été mis à la disposition de la police nationale pour nécessité d'enquête. Pour rappel, le chef d'état-major général des armées, Touré Sékou, dans le mois de mai dernier, avait appelé dans un communiqué toute personne en possession d'armes à les réintégrer. Une note un peu plus gaie. Dans l'actualité également, ce décaissement de l'État de Côte d'Ivoire, plus de 700 milliards de francs CFA, ont été dégagés par le gouvernement pour payer la dette intérieure. Il s'agit en grande partie de payer les entreprises, de régler les factures des fournisseurs de l'État. L'engagement de l'État a donc été confirmé par le ministre de l'Économie et des Finances au cours d'une cérémonie suivie par notre reporter Jean-Jacques Kwame Ala. Le ministre de l'Économie et des Finances a précisé au cours de cette rencontre avec la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, que les paiements effectués par l'État en vue du règlement de la dette intérieure s'élèvent à 734,88 milliards de francs CFA et se répartissent comme suit. 232,3 milliards sur instruction du Premier ministre a déjà été décaissé le 20 juillet au titre des ressources de l'Eurobond. Ce paiement a profité à environ 3 940 entreprises. Concernant la ressource fiscale de l'État, 502,58 milliards de francs CFA ont été consacrés pour l'appurement du reliquat de la dette de 2016 aux fournisseurs de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics nationaux. Au total, l'ensemble des paiements effectués par les postes comptables du Trésor de janvier à mi-septembre 2017 s'élève à 734,88 milliards de francs CFA et ont été réalisés au profit de plus de 5 000 entreprises. Ce sont les documents de ces transactions financières qui ont été remis au président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Jean-Marie Aka a félicité le gouvernement pour la transparence dans la gestion de la dette du secteur privé. Nous souhaitons que les choses soient indiquées de manière transparente quand c'est bien fait, et c'est le cas, et même quand il y a des difficultés, que nous puissions les aborder de manière totalement transparente, parce que nous savons tous qu'il s'agit de l'intérêt de notre pays. Le Trésor invite les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, que les listes et programmes de paiement sont disponibles sur le site www.trésor.gouv.ci. Dans le domaine agricole, la priorité est accordée au processus de certification des produits. Comment redéfinir ce processus? La réponse à cette interrogation est l'affaire d'experts africains, européens et américains réunis à l'occasion d'une conférence internationale, un moment de réflexion pour redéfinir ce processus de certification des produits agricoles. Francis Boifo nous en parle. La certification est une procédure destinée à faire valider par un organisme agréé indépendant la conformité du système qualité d'une organisation à partir d'un référentiel de qualité officiel et reconnu. Dans le domaine agricole, cette notion se perçoit à 2 niveaux. Les certifications durables ont pour principale vocation de contribuer à la préservation et la conservation de l'environnement. De mon point de vue, la certification équitable va au-delà, avec un prix minimum garanti, une prime aux producteurs, une liaison beaucoup plus directe entre les acheteurs et les organisations de producteurs. Au-delà de la certification, le thème de cette conférence internationale annonce la volonté des organisateurs d'intégrer d'autres variables dans le processus de certification des produits agricoles. Il faut aller au-delà de simple aspect commercial. La certification équitable doit être un levier du développement local, c'est-à-dire par le biais du soutien à des filières comme la filière cacao, on doit impulser des dynamiques de développement local. C'est pour ça qu'on doit renforcer les capacités de producteurs, c'est pour ça qu'on doit développer leur capacité de plaidoyer, de représentation des producteurs à la base, pour qu'ils puissent devenir des véritables acteurs du développement local et national. Cette rencontre, une opportunité pour certains producteurs de plaider pour un meilleur encadrement de leur filière.
L'appel a été entendu par l'État de Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, notre café et cacao est en voie de certification. Et nous lançons aussi l'appel pour que le secteur qualité aussi soit certifié parce que c'est un secteur qui échappe à tous les contrôles. Tant que le qualité n'est pas certifié, nous serons toujours à la merci de l'acheteur. En plus du renforcement des capacités des organisations des producteurs, les participants africains, européens et américains vont échanger sur le financement des programmes de certification et la question de la sécurité alimentaire en Afrique. Cela pendant 3 jours. Le reste de l'actualité avec tout d'abord ce lancement des travaux des bitumages dans des quartiers de la commune de Cocody dans le district d'Abidjan. D'autres travaux de réhabilitation de la voirie urbaine, d'équipements scolaires dans la commune sont prévus dans le cadre d'un vaste chantier de bitumage de la commune, nous dit notre reporter Lanciné Bakayoko. Ce premier coup de pioche effectué par le maire de Cocody, Mathias Akangouan, marque le début des travaux de bitumage des quartiers de Cocody Village et d'Anono. Une action de développement, mais pour les populations d'Anono, presque un geste humanitaire. La voie vraiment est désagréable, surtout quand il pleut, on n'arrive pas à passer parce que les gens ouvrent les regards et l'eau la passe. Et devant l'hôpital, ça ne fait pas joli. On est obligé à tout moment, tu es sapé, tu vas sauter. Donc ce qui fait qu'on peut inviter nos amis dans le village. C'est un village vraiment qui est très sale. Effectivement, pour l'administration hospitalière locale, à cause de cette insalubrité, la bataille quotidienne contre les maladies bactériennes n'est pas gagnée d'avance. Tout le monde sait que les flaques d'eau sont la cause de pullulation de moustiques, vecteurs de maladies. Donc nous pensons que le bitumage de cette voie-là va permettre de réduire considérablement certaines maladies. À Anono comme à Cocody Village, ces projets vont non seulement faciliter l'accès aux différents quartiers en toute saison par l'aménagement et le bitumage des principales voies d'accès, mais également régler les problèmes sociaux, notamment de santé. D'autres ouvrages comme les écoles vont également être réhabilités. Coût total des travaux, près de 200 millions de francs CFA, délai imparti 2 mois. Quant aux nouvelles priorités du maire Mathias Akangouan, elles tournent autour des projets liés au changement climatique et au développement durable. Bientôt, on va aller à la COP23. Le gouvernement nous a annoncé que c'est notre projet qui sera le guide. Nous allons tous nous mettre derrière le projet de Cocody pour aller à la COP23 en Allemagne. C'est vraiment une fierté. Une grande fierté pour les populations de Cocody. Ça veut dire qu'on n'attend pas toujours, on va chercher aussi. Tous ces projets pour la splendeur de Cocody ont déjà reçu l'approbation de la communauté mondiale du climat. Ils devraient bénéficier de financements conséquents au terme de la COP23 prévue du 6 au 17 novembre prochain en Allemagne. Après les récentes inondations qui ont fait des victimes, la ministre en charge de la solidarité était aux côtés des sinistrés du quartier Koprim dans la commune de Yopougon, toujours dans le district d'Abidjan. Mariatou Kone y était pour apporter la compassion du gouvernement ivoirien, elle nous dit Astou Touré. À la retraite depuis 2 ans, Rigobert fait partie des sinistrés des pluies qui se sont abattues sur la cité Koprim de Yopougon en juin dernier. Nous vivons une situation vraiment pénible. On ne peut pas dormir. Moi qui vous parle là, je dors au salon. Ça fait près de 2 ans que je dors au salon, puis au garage avec mes enfants. Célestine, elle, a dû quitter le quartier. Cette veuve et ses 6 enfants vivent désormais dans un quartier précaire. Aujourd'hui, la maison est tombée. Je me retrouve d'abord chez ma grande sœur. Je suis la veuve, mon mari est décédé il y a 12 ans. Aujourd'hui, on n'a plus de maison. Où je suis là, ma grande sœur dit mes enfants et moi on est beaucoup. Au total, 48 familles de Yopougon cité Koprim ont perdu leurs habitations à la suite de la récente saison des pluies. Le gouvernement, à travers le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, leur apporte sa compassion. Mariatou Kone a remis à chaque famille la somme de 300 000 francs CFA et promis d'autres mesures en vue de soulager davantage ses victimes. Symboliquement, ce que nous donnons, c'est pour que ces personnes puissent se reloger, soit dans des familles, soit en louant d'autres maisons, en attendant qu'une solution durable soit trouvée. Mais en attendant cette solution durable, il faut quitter immédiatement les lieux parce que si les maisons même tombent, ce n'est pas les êtres humains qui vont être épargnés. Maintenant, quant à leur recasement de façon durable, un comité est mis en place qui discute avec le gouvernement pour les modalités pratiques.
Conscients du danger que représente ce site, les sinistrés promettent de quitter cet endroit. On va trouver pour le moment une maison quelque part et puis nous abriter en attendant que l'État puisse trouver une solution adéquate pour les locataires et les propriétaires vraiment qui étaient dans le secteur. C'est une somme qui va permettre à la plupart de pouvoir se reloger rapidement. Et nous tenons à remercier le gouvernement. En plus des sinistrés de Yopougon, 4 familles d'Abobo et de Minignan ont reçu 500 000 francs CFA chacune. En somme, c'est près de 17 millions de francs CFA que le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a remis aux familles sinistrées de Yopougon, d'Abobo et de Minignan. Terminons ce 20h avec l'actualité en Arabie Saoudite. Les femmes de ce pays peuvent maintenant conduire. Sachez que de tous les pays du monde, l'Arabie Saoudite jusqu'à présent était donc le seul pays à interdire aux femmes de conduire. Donc avec ce décret du roi, elles peuvent maintenant se mettre au volant d'un véhicule. Fin de ce 20h, préparé par l'ensemble de la rédaction, supervisé par Victorine Yaouyoboué et réalisé par Edouard Kofi Sakra. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI 1, mais surtout, portez-vous bien.